Le 16 octobre 1998, le général Augusto Pinochet, ancien dictateur chilien, fut arrêté à Londres et placé par la suite en résidence surveillée. Un épisode qui attira fortement l'attention des médias et de l'opinion publique internationale. L'année suivante, les États-Unis, sous pression, déclassifièrent et rendirent consultable une énorme quantité d'archives concernant le coup d'État de 1973 et les années sanglantes de répression qui s'étaient suivies. La déclassification inédite de documents concernant le Chili, nommé Chile Declassification Project, par le gouvernement états-unien, fut réalisée en 3 étapes, dont la première concernait la période de 1973 à 1978 et contenait 5800 documents, appartenant au département d'État états-unien, à la CIA, aux Archives nationales, au FBI et au département de défense. Plus tard, des ensembles documentaires pour les périodes de 1968 à 1973, donc les années précédant le coup d'État, et de 1979 à 1991 devinrent aussi accessibles. D'autres projets de déclassification d'archives regardant les dictatures et le terrorisme d'État en Amérique latine furent et continuent d'être organisés depuis celui du Chili. Le plus récent, Argentina Declassification Project, qui date du mois d'août de l'année en cours, concerne les documents portant sur la dictature argentine des années 1976 à 1983, tel qu'annoncé par Barack Obama à Buenos Aires au mois de mars dernier. C'est dans le contexte d'un accès inédit à ces archives que Voluspa Harpa, artiste chilienne dont je vous parlerai aujourd'hui, a produit depuis 2010 une série de travaux, dont 2 feront l'objet de mon analyse aujourd'hui. D'abord, la Bibliothèque de la non-histoire, présentée par la première fois en 2010 à Santiago du Chili, et ensuite Histoire d'apprentissage, créée pour la 31e Biennale de Sao Paulo en 2014. Dans une interview récente à une revue argentine, Harpa explique le début de son intérêt pour les documents états-uniens sur la dictature chilienne, et elle le fait de la manière qui suit. Alors, quand les archives ont été déclassifiées, j'ai cru qu'il y aurait beaucoup de commotion. Rien ne s'est passé. Alors j'ai dit, je vais les transformer en un livre que les gens pourront emporter chez eux, s'ils répondent à la question de ce qu'on pourrait en faire. Ainsi, le problème n'est plus à moi, et la même question que je me pose, ils devront se poser eux aussi. Harpa décrit ici la bibliothèque de la non-histoire. Pour ce travail, l'artiste a réuni 10 000 documents dans une série de livres mis à disposition du public dans une librairie de Santiago. Donc voilà, nous voyons là les livres, là, toute cette ligne éclairée. Ce sont les livres donc produits par l'artiste avec des recueils de documents qui se présentent comme ça. Les visiteurs avaient le droit d'importer un livre chez eux à condition de répondre par écrit à une question. Alors, ¿qué va a hacer usted con esto? Qu'allez-vous faire avec ça? Dans des expositions postérieures, en plus des documents, les réponses collectées lors des premiers montages ont été aussi exposées. Il y a toutefois, et c'est en ce moment que je réponds au thème de l'appel à communication de ce colloque, une difficulté de lecture qui s'impose alors que nous, le public, l'artiste, les historiens, nous retrouvons devant ces documents. Alors, ils sont amplement censurés par des bandes noires couvrant des phrases, des noms, des expressions et même des pages entières du texte. La lecture des documents issus du Chile Declassification Project semble, dans ce sens, actualiser le non-dit. Et j'ajouterai la violence du secret pesant sur le fait qu'elle serait censée mettre en lumière. Donc, vous voyez là quelques exemples de ces documents, donc 10 000 documents qu'elle a réunis dans ces plusieurs livres, et ils sont parfois des pages entières qui sont complètement censurées, alors ce sont des documents qui ne se donnent pas du tout à la lecture. Devant ces documents, comme l'ange de l'histoire dont nous parle Walter Benjamin sur le concept d'histoire, nous avons le visage tourné vers le passé, où les ruines ne cessent de s'accumuler. Je cite, « L'ange de l'histoire aimerait sans doute rester dans le passé, réveiller les morts et rassembler ce qui a été brisé.
Mais une tempête se lève depuis le paradis. Elle s'est prise dans ses ailes et elle est si puissante que l'ange ne peut plus la renfermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement dans l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le tas de ruines devant lui grandit jusqu'au ciel. En présence des ruines, partiellement cachées par des bandes noires, Voluspa Arpa nous demande « Qu'allez-vous faire avec ça ?» Cette question soulève le problème de la lecture d'un texte du passé à partir d'angoisses contemporaines, puisqu'elle pourrait facilement être remplacée par « Quel sens ces événements ont-ils dans le présent ?» ou même « Quel récit sur le passé allez-vous produire pour notre temps ?» D'ailleurs, ce passé, affirme Benjamin à d'autres moments de son ouvrage, n'est qu'une image qui brille tel un éclair. Le document historique, les traces de cet éclair, est en même temps possibilité de voir le passé et confirmation de notre impuissance devant la tempête qui nous pousse vers l'avenir. L'ange de l'histoire regarde le passé, mais inéluctablement attaché au présent s'en éloigne. Néanmoins, cette inaccessibilité n'est pas signe de scepticisme dans l'œuvre de Voluspa Arpa. L'histoire n'y est pas fiction, et le besoin éthique de produire des récits visant sa vérité s'impose à l'ensemble de la société. Dans la bibliothèque de la non-histoire, on n'affirmera pas, comme Reed and White, que les récits historiques sont, je cite, des fictions verbales dont les contenus sont aussi inventés que trouvés, et dont les formes ont plus en commun avec ses homologues en littérature qu'avec ceux dans les sciences. Fin de citation. L'expression « non-histoire » figurant dans le titre n'indique que l'état brut de ces documents qui attendent d'être actualisés, non seulement dans l'acte de lecture, mais aussi dans leur devenir matériel de base pour des récits avérés. Ces documents historiques doivent devenir contemporains et à l'intérieur de cette contemporanéité, participer à des récits sur le passé actifs dans le temps présent. Rendre disponibles ces documents avec le sens de l'urgence présent dans la question « Qu'allez-vous faire avec ça ?» témoigne en effet d'une confiance en les possibilités d'un accès, même si partiel ou indirect, à la vérité du passé. Par ailleurs, il faut remarquer qu'un changement fondamental des conditions de lecture se produit à l'occasion du passage de ce document des archives de la CIA à la bibliothèque de la non-histoire. Ce n'est pas qu'une question d'accessibilité de ceux qui étaient avant classifiés ou secrets et qui, malgré les nombreux extraits toujours censurés, est désormais déclassifié et public. Ces changements altèrent radicalement ces archives en modifiant les conditions de pouvoir qui conditionnent la lecture et l'interprétation des documents qu'elles contiennent. À propos du concept d'archive, arrêtons-nous un instant sur Mal d'archives, une impression freudienne, ouvrage classique de Jacques Derrida sur ce sujet, où nous lisons. Le sens de archive, son seul sens, lui vient de l'archéon grec. D'abord une maison, un domicile, une adresse, la demeure des magistrats supérieurs, les archontes, ceux qui commandaient. Les archontes en sont d'abord les gardiens des documents officiels. Ils n'assurent pas seulement la sécurité physique du dépôt ou du support. On leur accorde aussi le droit et la compétence herméneutique. Ils ont le pouvoir d'interpréter les archives. Au moment où ces documents d'archives états-uniennes sur la dictature de Pinochet deviennent publics, ils cessent d'être sous la seule autorité, pour emprunter encore un terme de Derrida, de leur domiciliation intérieure. Ces nouvelles archives sont-elles dorénavant libres d'archonte? Bien sûr que non. D'abord, il faut dire que, même si leur domiciliation première n'est plus la seule qui en conditionne l'interprétation, elle n'est pas du tout absente. Elle s'impose par les conditions de production de ces documents, par la sélection préalable des informations qui seraient déclassifiées, et matériellement par les bandes noires recouvrant de larges extensions de texte. Ensuite, on pourrait rajouter que ces archives sont désormais mises sous le contrôle d'archontes pour qui nous éprouvons beaucoup plus de sympathie que pour les agents de la CIA, c'est-à-dire les historiens, à qui sont socialement reconnus, je reprends les mots de Derrida, le droit et la compétence herméneutique pour s'occuper de ces archives. En rassemblant ces documents dans plusieurs livres, en les mettant à la disposition du public gratuitement dans des librairies, que ce soit gratuitement, ce n'est pas anodin,
Et en demandant à chaque personne ce qu'elle compte en faire, Voluspa Harpa promeut un partage de l'autorité herméneutique, un partage du droit à la production de sens et de connaissances historiques. Cela n'équivaut pas à nier le rôle de l'historien professionnel, mais je dirais plutôt que l'artiste affirme la mémoire comme étant à la fois un droit et un devoir de l'ensemble des citoyens. Qu'allons-nous faire avec ça, historiens, historiennes, ingénieurs, médecins, libraires, artistes, hommes et femmes politiques, étudiants et étudiantes? La responsabilité est partagée et les possibilités contemporaines de prise de conscience sur le passé pèsent sur tous. Sans pour autant déconsidérer l'histoire en tant que science, discipline académique, la Bibliothèque de la non-histoire semble croire à de multiples réponses légitimes à la question posée par l'artiste, et par conséquent à de nombreux regards sur le passé. Si nous affirmions avec l'historien français Pierre Nora que le but de l'histoire, discipline académique, c'est de contester la mémoire afin de la détruire, l'œuvre de Harpa s'y opposerait décidément. La mémoire ainsi que l'art se présentent ici comme des formes de connaissances si légitimes, nécessaires et urgentes qu'est l'histoire. C'est partant de ces principes que dans l'histoire d'apprentissage, son travail pour la 31e Biennale de Sao Paulo, Voluspa Harpa assume ses responsabilités. Elle passe de la question posée à son public dans la Bibliothèque de la non-histoire, donc qu'allez-vous faire avec ça, à son propre récit, sa propre réponse à cette convocation citoyenne. Tandis que dans le premier projet, c'était le fait de donner une réponse à la question posée par l'artiste et implicitement l'engagement de se servir effectivement de ce document qui autorisait le public à s'approprier des livres. Dans le projet pour la Biennale de Sao Paulo, Harpa répond à cette urgence éthique en donnant au document une finalité, la mise en œuvre de sa réponse à la question de son travail précédent. Dans ce sens, c'est son installation à la Biennale qui lui donne le droit d'emporter à la maison les recueils de documents de la Bibliothèque de la non-histoire. L'artiste s'oblige ainsi à respecter les mêmes conditions d'accès imposées à son public. Donc c'est avec ce projet qu'elle va donc à répondre à sa propre convocation citoyenne, donc à ce qu'on réponde à cette question que pouvons-nous faire avec ces documents qu'elle avait donc à rassembler dans les recueils de la Bibliothèque de la non-histoire. Tandis que dans le premier projet, c'était le fait de donner une réponse à la question posée par l'artiste et implicitement l'engagement de se servir effectivement de ce document qui autorisait le public à s'approprier des livres. Dans le projet pour la Biennale de Sao Paulo, Harpa répond à cette urgence éthique en donnant au document une finalité, une mise en œuvre de sa réponse à la question de son travail précédent. Dans ce sens, c'est son installation à la Biennale qui lui donne le droit d'emporter à la maison les recueils de documents de la Bibliothèque de la non-histoire, donc les recueils de son travail précédent. L'artiste s'oblige ainsi à respecter les mêmes conditions d'accès imposées à son public. Histoire d'apprentissage est une installation composée d'archives sur la dictature brésilienne, donc de 1964 à 1985, provenant des États-Unis et aussi d'archives locales. Ces nombreux documents, imprimés sur acrylique découpé en noir et blanc, pendent du plafond par moyen de câbles d'acier positionnés de façon apparemment aléatoire. Donc, je vous montre ici d'autres vues de la même installation. Voilà, toujours à Sao Paulo. Ici, la même œuvre présentée à Serralves, donc au Portugal, dans une exposition justement des œuvres qui avaient été présentées à Sao Paulo l'année précédente. Et finalement, donc juste pour que vous ayez une idée de comment, comment se montrent ces documents. Donc voilà, un document états-unien d'un côté, et de l'autre, une image qui est assez connue de la dictature brésilienne, donc une fausse image de Vladimir Herzog, qui est était un journaliste très important, qui est mort assassiné par la dictature. Et on fait comme s'il s'était suicidé. Donc cette image est assez connue, elle reprend cette image et elle va l'exposer donc à côté des documents états-uniens aussi.
Elle passe de la question posée à son public dans la bibliothèque de la non-histoire, qu'allez-vous... Non, oui. Dans ce travail, Rarpar convertit le document censuré en un monument commémorant la violence qui nous est imposée, à la fois par les ruines du passé et par son actualisation difficile à partir de la lecture d'informations fragmentaires interposées d'innombrables marques de censure. Se perdant à l'intérieur d'un nuage de documents partiellement censurés, imprimés en acrylique, superposés les uns sur les autres et traversés par ombre et lumière, quel artiste se lance à l'apprentissage, et plus que ça, à la production de connaissances. Ces monuments, nous dit le titre de l'œuvre, est avant tout l'histoire d'une prise de conscience historique motivée par la question « Qu'allez-vous faire avec ça ?» Si cette question était ici renouvelée, elle deviendrait peut-être « Comment vous lancerez-vous là-dedans » ou « Comment ferez-vous pour lire l'illisible » Il est important ici de remarquer que la production de connaissances au-delà de la méthode scientifique n'implique pas cependant une équivalence entre le discours de l'historien et celui de l'artiste. Admettre la différence fondamentale entre histoire et art visuel ou histoire et littérature nous permet d'ailleurs de problématiser la catégorie de l'artiste en historien, utilisée par de nombreux historiens de l'art pour étudier les œuvres d'artistes se servant d'archives historiques. Cette catégorie se trouve souvent contaminée par une certaine idéalisation de l'artiste qui, muni de sa liberté de création, s'élèverait au-dessus des historiens en produisant une histoire plus juste et plus humaine, parce que moins contrainte par la méthode. Ce problème, nous le trouvons par exemple dans The Artist as Historian, un article de l'historien de l'art Mark Godfrey, qui essaye, à partir d'une étude de cas, d'établir les caractéristiques de l'artiste en historien. Donc, Artist as Historian, figure fréquente dans l'art actuel depuis plusieurs années. Voluspa Rarpa et d'autres artistes travaillant avec des archives historiques ne sont pas, j'aimerais avancer, des artistes en historien. Les placer dans cette catégorie, les idéalisant comme historiens en état de liberté méthodologique, ne fait que limiter la compréhension que nous pouvons avoir des connaissances sur le passé et sur le présent produites dans leur pratique. La validation de discours artistiques sur le passé par identification à la discipline de l'histoire est donc trompeuse et limitante de la compréhension que nous pouvons avoir de sa richesse spécifique. Dans ce sens, avec Hans-Georg Gadamer, nous pourrions affirmer le fait qu'en présence d'une œuvre d'art, on fasse l'expérience d'une vérité inaccessible par toute autre voie constitue la signification philosophique de l'art, qui s'affirme en face de toute raciocination. Ainsi, outre l'expérience de la philosophie, l'expérience de l'art constitue pour la conscience scientifique l'incitation la plus pressante à reconnaître ses propres limites. Voluspa Rarpa semble d'ailleurs avoir pleine conscience tant de la différence entre le travail de l'historien et son travail que de la richesse spécifique aux connaissances produites dans les pratiques artistiques. À l'occasion de sa participation dans le festival Puerto de Ideas à Valparaiso, l'artiste a déclaré « Fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec la problématisation des événements historiques traités en art. Je crois que le langage artistique crée une possibilité de faire face à des expériences historiques à partir d'interrogations symboliques qui concernent les images qu'elles-mêmes contiennent, et pas forcément de manière directe les contenus historiographiques, puisque ceux-ci doivent être abordés par d'autres disciplines comme l'histoire ou les sciences politiques. » Le travail de Rarpa met en évidence que d'autres formes de connaissances sont légitimes et peuvent répondre à l'impératif éthique du devoir de mémoire. La bibliothèque de la non-histoire et Histoire d'apprentissage réfléchissent sur le passé et par conséquent produisent aussi des connaissances sur notre présent par l'actualisation de la violence d'un secret. Le passé, ses ruines nous échappent, les bandes noires de la censure nous affrontent, mais l'artiste assume sa responsabilité citoyenne en exposant son récit possible, même si finalement il se limite à des textes à peine lisibles qui, gravés sur de feuilles d'acrylique pendant du plafond, produisent une connaissance historique tellement fragile qu'elle se laisse traverser par la lumière. Merci.